Hey, j'espère que vous allez bien m'entendre parce que je suis encore un peu essoufflée. Je filme à l'étage, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais en filmant à l'étage, des fois j'oublie mes affaires au rez-de-chaussée, il faut que je remonte. Et vu que le souffle en ce moment est très court, c'est compliqué. Donc dans cette vidéo, je vais un petit peu faire suite à une évocation que j'ai eue lors de ma vidéo précédente ou précédente qui s'appelait Enfant non désiré 6 mois après, ou quelque chose comme ça. Vous retrouverez cette vidéo en barre de description et je pense même qu'il serait plus judicieux d'aller la consulter avant même d'entamer celle-ci pour comprendre un peu le contexte de pourquoi on en arrive là. Et du coup dans cette vidéo j'avais rapidement évoqué l'IVG, mes IVG, donc je vous ai avoué finalement que j'avais moi-même eu recours à l'IVG, que je trouvais qu'il y avait des points positifs à l'IVG, tout comme des points négatifs, que j'étais ni pro ni anti, que j'étais juste positionnée au milieu et que du coup mon avis est assez dilué sur le sujet, ce qui vous a rendu curieux. Donc il faut savoir aussi autre chose, c'est que j'ai pas toujours été très à l'aise d'en discuter. Donc ça fait 10 ans que je suis sur internet maintenant, et en 10 ans j'ai jamais ressenti le besoin d'en parler, ni même assumé le faire, parce que je trouvais que c'était encore décrié, encore assez mal vu. Et je pense que j'étais pas tout à fait en paix avec moi-même, ce qui est chose faite aujourd'hui, ce qui fait que je ressens moins en fait la restriction de le faire, parce que je pense que j'ai compris la situation, je me suis comprise moi, j'ai compris l'acte, et j'ai surtout compris comment les gens fonctionnent maintenant, et c'est surtout que arrivé à mon âge, je sais pas si c'est une histoire d'âge ou d'autres choses, mais je suis beaucoup moins inquiète de ce qu'on va pouvoir penser de moi aujourd'hui que ce que je pouvais l'être il y a ne serait-ce que 5 ou 6 ans en arrière, vous voyez. Donc pourquoi cette vidéo a un intérêt du coup à être racontée, c'est pas juste une histoire pour vous raconter un IVG. Il y a une moralité derrière tout ce que je vais vous dire, il y a une grosse prise de conscience aussi qui ne mettra pas tout le monde d'accord. Alors ça j'en ai archi conscience dès à présent, mais je m'en moque parce que je me suis aussi rendu compte qu'il y avait une culture de l'omerta autour de ce que je vais vous dire. Et j'ai horreur en fait des gens qui manipulent l'information à leur avantage pour créer une vérité générale, la populariser et du coup manipuler et jouer de l'influence comme ça sur tout un tas de personnes qui ont l'esprit malléable. Donc vous êtes sûrement en train de vous dire mais de quoi veut-elle parler du coup par rapport à l'IVG, c'est quoi ce fait autour de l'IVG? Eh bien j'ai envie d'expliquer aujourd'hui que beaucoup de femmes, parmi tout le lot de celles qui le font à contre-cœur, qui le font par problème, qui le font par agression, qui le font par soumission, ou j'en sais trop rien, enfin bref. Donc là où je veux en venir, c'est que moi, vous me connaissez à force, je pense, si vous consommez régulièrement mon contenu, si vous m'écoutez régulièrement parler, je pense qu'on a bien saisi que je suis quelqu'un d'extrêmement compatissant, d'extrêmement sensible, sensible à la peine de l'autre, sensible à l'autre tout court, hein, de toute façon, à sa douleur, à sa peine, à ses problèmes même. Je fais du problème des autres mes propres problèmes, bien souvent. Donc je suis une personne fondamentalement comme ça, depuis toujours. Cela dit, j'ai vécu des expériences d'IVG sans aucun sentiment, en banalisation totale de cet acte. Et je sais qu'on est très nombreuses à être comme ça, mais à ne pas le dire par pudeur. Voilà, on n'assume pas être comme ça. Ça veut pas dire que je généralise parce que je parle de moi et que je dis qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup dans mon cas. C'est pas une généralisation, c'est juste une façon de bien faire comprendre aux autres. C'est pas toujours forcément un acte à faire pleurer dans les chaumières, vous comprenez? Et ça m'agace un peu parce que bon, je suis une femme, je pourrais accepter que, voilà, girl power à fond, et je devrais être contente de ça. Mais non, je suis tellement dans ma tête dans un féminisme d'égalité réelle et totale, et juste surtout, que je ne supporte pas en fait qu'on trouve des excuses aux comportements parfois immoraux ou irresponsables que peuvent avoir les femmes, comme ce fut mon cas et comme c'est le cas de beaucoup d'autres. Et oui, c'est pas parce qu'on est une femme qu'en fait on doit toujours être victime de quelque chose ou la pêcheur de quelqu'un, soumise toujours à la pression, l'oppression, le patriarcat et les pensées des uns et les pensées des autres. Ces choses-là existent encore une fois, mais elles existent sur des vrais cas, mais beaucoup qui ne sont pas victimes de tout ça, en fait, se servent de ces combats pour défendre leur immoralité à elles-mêmes et se trouver en gros une excuse valable pour pouvoir faire des trucs immoraux tout simplement. Et toutes ces excuses en fait, ou ces circonstances atténuantes qu'on trouve toujours aux femmes,
moi, me pose un problème parce que ça laisse un peu ce sous-entendu d'en gros, une femme ne peut pas avoir de vice, une femme ne peut pas commettre le mal, c'est pas possible, c'est pas femme. Eh ben si, la femme est un mammifère comme les autres, et elle est capable aussi du pire, et je pense que c'est une grossière erreur que de fermer les yeux là-dessus en pensant qu'une femme n'est toujours que victime. En vérité, il y a beaucoup de mouvements féministes qui représentent la femme qu'autour de la souffrance et de la victimisation. Et je trouve ça d'un dégradant. Dans le féminisme que je défends personnellement, je me sens forte justement en prenant conscience et en assumant mes erreurs, mes comportements, mes irresponsabilités. Et bien sûr les leçons que j'en ai tirées pour devenir qui je suis aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup plus solide. Ça c'est ma belle vision du féminisme, vous voyez ? Apprendre au travers de son parcours, apprendre de ses erreurs. Mais c'est vrai que même si je suis tombée dans le panneau, moi aussi dans le passé, de bien aimer... me réfugier un petit peu derrière cette image de la femme qui a été mise à terre, la femme qui a été rabaissée, la femme qui a été blessée mais qui s'est relevée, waouh, un phénix. J'ai aimé cette image moi aussi, mais plus je prends de l'âge, plus je me rends compte que non, j'ai pas envie en fait de toujours me trouver une excuse ou un totem particulier pour pouvoir parler de choses irresponsables que j'ai fait sans en subir les conséquences ou les jugements. Voilà, au bout d'un moment, t'es grande, t'assumes, tu comprends, et à partir du moment où tu as compris là où il pouvait y avoir une faute, tu te pardonnes, tu assumes, tu passes à autre chose. Du coup, ouais, je parle de ça avant, ça va être une grande intro, mais du coup, je vous parle de ça parce que c'est vrai que dans la précédente vidéo, on m'a un peu dit, très gentiment, très poliment, mais on m'a dit que je généralisais, que non, l'IVG n'est anodin pour aucune femme. Alors déjà, quand tu emploies des mots comme aucun, jamais, toujours, c'est déjà trop radical. Surtout que dans ma vidéo on m'entend très bien dire dès le début, je ne généralise pas, évidemment ce n'est pas tout le monde, j'insiste beaucoup sur cet aspect, mais dès lors que les gens entendent une chose qui ne leur plaît pas, qui n'est pas de leur conviction, ils occultent complètement la phrase d'avant qui consistait à dire justement je ne généralise pas. En généralisant en plus soi-même, en disant que un IVG n'est anodin pour aucune femme, mais que c'est la pudeur qui fait que on peut laisser croire qu'on est un peu froide sur l'acte, alors qu'en fait c'est de la pudeur et qu'on intériorise. Non, et c'est à ça que vont servir mes témoignages d'aujourd'hui. C'est bien pour vous prouver et vous démontrer, avec tout le recul que j'en ai, parce que mes IVG datent d'il y a très longtemps maintenant, c'est bien pour vous montrer que on peut se retrouver dans une situation de grossesse en étant 100% fautive soi-même et en passant à l'avortement sans aucun regret, ni remords, ni même conscience de ce qu'on fait. Et c'est en ça que je trouve que l'IVG a son bon et son mauvais. Il y a énormément de femmes qui considèrent l'IVG comme étant un contraceptif en fait, qui vont banaliser leur propre contraception, leur propre protection, en se disant, si je tombe enceinte, tant pis, au pire j'avorte. Parce qu'on banalise et qu'on s'en fout. Et oui, ça existe, et je ne veux plus qu'on me fasse taire, en gros, gentiment, en me disant, non, ne généralise pas, non, je ne suis pas d'accord, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Tu peux pas me dire non à partir du moment où tu n'es pas moi et tu n'es pas dans ma tête. Et moi, je suis pas un extraterrestre, vous voyez. Je suis une fille tout à fait classique, comme il en existe des milliers et des milliers et des milliers sur cette planète, et je peux vous garantir que la pensée que j'ai eue moi autour de l'IVG, beaucoup d'autres l'ont, beaucoup ne l'ont peut-être jamais avoué, beaucoup peut-être le feront aussi en espace commentaire pour soutenir justement mon propos et prouver à ces personnes qui pensent que ça n'existe pas, que ça existe vraiment. Et moi, c'est une visibilité et une sensibilisation autour de ça que j'aimerais aborder aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas que les groupuscules féministes qui ont le droit de parler des femmes. Je considère que je suis aussi une femme, donc j'ai aussi le droit, en fait, d'avoir mes opinions, mes pensées, et j'ai pas à me faire dicter ce que doit être une femme par des groupes à tendance un peu sectarisée de quoi ou de qu'est-ce. Parce que moi, c'est ça aussi que je reproche des fois, c'est qu'il y a beaucoup de groupes féministes dans lesquels je me reconnais pas, et elle parle au nom de toutes les femmes, mais de quel droit en fait? De quel droit? Tu ne représentes pas à toi toute seule toutes les femmes. On a tout le droit de s'exprimer sur un sujet qui nous concerne, et c'est ce que je fais aujourd'hui en défendant mon point de vue et mon propre féminisme. Donc mon tout premier avortement remonte à mes 18 ans, je venais tout juste d'avoir 18 ans, je me pose même la question à savoir si je n'avais pas 17 ans et demi. Je prenais la pilule,
j'étais sous pilule, mais j'étais aussi quelqu'un de trop sûr d'elle. Voilà. Pour moi, le danger, les histoires un peu rocambolesques, ça n'arrivait qu'aux autres. C'est vrai que moi, dans ma vie, dans mon parcours de vie, je n'avais jamais rien rencontré de problématique, je m'étais jamais rien cassé, enfin c'est bête hein, ce que je vais dire. Mais j'avais trop la confiance parce que j'avais jamais perdu personne dans ma famille, personne n'était jamais mort, personne n'était jamais divorcé, je ne m'étais jamais rien cassé. Il n'y avait aucune maladie grave dans la famille, enfin bref, j'avais vraiment l'impression de vivre dans un écosystème où tout allait beaucoup trop bien par rapport aux autres. J'étais vraiment privilégiée sur le statut famille, santé et compagnie. Donc quand j'entendais des histoires, ben, j'avais tendance à me dire « ouais, tomber enceinte parce que tu prends pas la pilule, ça arrive qu'aux autres ». Donc voilà, j'avais une contraception, mais j'étais quand même conditionnée avec cet état d'esprit-là. Autre chose qui est à savoir, donc c'est qu'avec ce petit copain qui était mon premier vrai petit copain de l'époque, on avait fait des tests de séropositivité en laboratoire ou un pôle comme ça qu'il y avait à l'hôpital. Donc on avait fait des tests pour être sûr de savoir s'il était possible d'avoir des rapports juste avec la pilule et sans préservatif du coup. Mais le fait qui est avéré, c'est que ma pilule, malgré que je l'avais, que j'avais mon ordonnance, que je la possédais, eh bien je la négligeais au niveau de ma prise. Je n'avais pas du tout une prise sérieuse et une prise régulière. Chose aussi pour laquelle des fois, quand j'entends dire, vous allez le comprendre par après, « Ah mais moi je suis tombée enceinte sous pilule », ben je me dis toujours qu'il y a une chance sur deux pour que ce soit vraiment vrai, et une chance sur deux pour que ben, ce soit un peu comme moi, quoi, vous voyez, mais pas assumé, encore une fois, parce que ben, si on ose reconnaître ce genre de truc, on sait qu'on va se taper des leçons de morale, bien qu'on sache qu'on soit fautive, hein, on sait qu'on va se taper une leçon de morale par la personne en face de nous, et on n'en a tellement pas envie qu'on préfère se trouver encore une fois des circonstances atténuantes. Donc voilà, je traiterai jamais une femme qui va me dire « Ah, je suis tombée enceinte sous pilule de menteuse », je me permettrai jamais, mais intérieurement, en tout cas, j'aurai toujours ce truc de me dire « c'est pile ou face ». Donc pour en revenir à notre histoire, voilà, moi il m'arrivait souvent, parfois du coup, de partir dormir le week-end, tout le week-end chez lui, et en allant chez lui, tout ça, ben, parfois je ne prenais pas ma pilule parce que je l'oubliais. Mais pour autant, je me disais pas ah, il faut mettre un préservatif ou alors, bon, ben, abstinence ou autre. Non, non, moi je me disais, bon, Osef, voilà, c'est pas grave, ben, quand je rentrerai du week-end, ben, je reprendrai la pilule et puis tout ira bien, quoi. Autre chose aussi, il faut quand même que je précise, c'est que à l'époque, je faisais beaucoup d'infections urinaires. Beaucoup d'infections urinaires à cause de deux facteurs essentiels. Le premier facteur, c'est que je n'urinais jamais après mes rapports. Comme je ne faisais jamais pipi après les rapports, forcément, ça, c'est un facteur qui déclenche hein, les infections urinaires. Il faut le savoir si jamais vous ne le savez pas. Depuis que je sais ça, je vous jure que j'en fais plus depuis des années. Autre chose aussi, c'est que je me retenais beaucoup de faire pipi, ça aussi c'est un facteur qui déclenche les infections urinaires. Sauf que moi, j'avais l'impression que, comme j'en faisais beaucoup à répétition, j'avais l'impression que ça venait juste de ma pilule. Je sais pas pourquoi je me suis mis cette idée en tête, que c'était la pilule qui me rendait malade. Donc c'est vrai que parfois j'avais un peu peur de la prendre, parce que je savais que je pensais que j'allais me retaper une crise de cystite et compagnie, et je ne le voulais pas. Donc je pense qu'il y avait aussi un peu de ça, mais bon, je veux pas m'en servir, encore une fois, de totem ou de bouclier. Le plus gros problème dans mon comportement était vraiment celui de banaliser la pilule. Pourquoi? Ben, encore une fois, parce que je pensais que j'avais la situation sous contrôle. Je considérais que si je la prenais par exemple sur 30 jours, 25 jours, il y avait quand même moyen que j'y échappe, quoi. Sauf qu'un beau jour, eh bien ça a fini par me tomber dessus. Et oui, ça a fini par me tomber dessus. Pas de règles qui arrivent, je fais un test de grossesse, je découvre que les deux barres sont bien apparentes. Donc là j'ai réalisé que ben non, ça n'arrivait pas qu'aux autres, ça pouvait aussi m'arriver à moi. Qu'est-ce que je disais à l'époque d'après vous du coup? Je disais, je suis tombée enceinte, mais j'avais la pilule. Eh oui, je l'ai fait. J'ai fait partie de ces femmes qui disaient « Je suis tombée enceinte, mais je te jure, c'était pas de ma faute, pourtant j'avais la pilule, je comprends pas. » Comme ça, ben, je suis pas mal vue, comme ça on me tape pas sur les doigts. Et du coup, je me suis un peu servi de ça, et je pense même que j'ai réussi à me convaincre de ça, parce que pour moi, j'étais pas irresponsable en prenant mal ma pilule, puisque je pensais que j'avais la situation bien en main. Pour moi, je faisais partie de ce petit pourcent de femmes qui tombent enceintes en suivant correctement le protocole de la pilule. Alors que non. Donc du coup, on a commencé à parler de cette situation avec mon chéri. Je lui ai dit qu'est-ce qu'on fait, je sais pas, on était à l'aube de nos études supérieures quand même.
On garde ce bébé, on le fait pas. Enfin, on a quand même eu ce truc d'en parler. Mais très vite, on s'est rendu compte que non. On n'était ni prêts ni l'un ni l'autre. Surtout que l'autre, il était carrément même promis à des études supérieures longues et pas que longues, comment dire, importantes quoi. Donc c'est sûr que c'était pas l'épine à avoir dans le pied dans un moment pareil. Donc on s'est mis d'accord sur un IVG. J'en avais quand même parlé à mes parents, j'en avais parlé à ma mère. Ma mère était affolée par la situation. Elle m'a forcément posé des questions, elle m'a forcément jugée. Tout ce que je souhaitais éviter finalement avec mes embellissements en disant mais pourtant j'avais la pilule. Bon voilà, je suis quand même passée par la phase je te fais la morale et je te fais la leçon. Mon père lui, bizarrement, n'était pas... voilà quoi, lui il aurait accepté, si on avait gardé, il aurait accepté, il m'a pas parlé. Ma mère lui a appris en étant dépassée, mais lui apparemment il n'a pas eu de réaction particulière. Donc vous voyez, hein, comme quoi parfois le patriarcat n'est pas toujours là où on l'attend. Et ce qui est à savoir et à souligner, c'est qu'à aucun moment je n'ai eu de peine ou de pitié pour mon embryon. Je n'ai jamais regretté mon geste, jamais je ne me suis dit que je pouvais avoir fait la pire erreur de ma vie. Et même pour vous dire, j'avais même la flemme de tous ces rendez-vous. En fait, moi ce que je voulais c'était aller quelque part, qu'on m'aspire ou qu'on me donne un médoc et puis qu'on n'en parle plus. J'étais tellement dans ce truc de banalisation et de désentimentalisation de ma situation que je voulais que ça aille vite et que je trouvais ça barbant en fait de devoir prendre 2 à 3 rendez-vous en fait. Pour discuter, voilà, comment, t'as quel âge, t'as déjà fait, viens on va regarder l'embryon, comment il est et tout, enfin, j'avais vraiment trop la flemme de tout ça. Moi tout ce que je voulais c'était qu'on m'enlève ça vite fait, voilà, c'était pour moi un comportement immature. Du coup j'ai subi cette IVG par aspiration, sous anesthésie générale. Sur l'instant tout s'est très bien passé, je me suis réveillée sans douleur, sans problème, sans rien du tout, sans culpabilité, je me sentais même beaucoup plus légère au réveil. Pour moi c'était ouf, enfin je suis redevenue la Kelly normale et ne pensais même pas que cette expérience m'aura servi de leçon parce que va venir l'histoire suivante du coup sur le deuxième IVG. Du coup voilà, moi j'étais contente, je sors de l'hôpital, je rentre chez moi comme si de rien n'était. Et c'est le lendemain qu'arrive une complication assez courante apparemment, enfin courante, encore une fois on ne généralise pas, c'est un problème commun, voilà. C'est que je me suis mise à saigner un peu plus abondamment que la veille, là les saignements étaient un peu plus forts et j'ai commencé à avoir de fortes douleurs au niveau de mon utérus. Il se contractait de manière régulière, il me mettait à genoux, impossible de tenir une posture correcte, donc il se passait vraiment quelque chose. Et c'est là que mon petit copain est venu me chercher du coup en voiture chez mes parents avec un ami et puis les deux m'ont amené aux urgences gynécologiques et j'étais dans un état en fait où l'aspiration avait été mal faite et comme l'aspiration avait été mal faite, il y avait des résidus qui étaient restés dans l'utérus, ce qui fait que j'étais en train de saigner abondamment et d'avoir très mal parce que mon utérus était en train de produire des contractions pour expulser ces résidus qu'il y avait en moi, tout simplement. C'est vrai que là c'est un souvenir assez compliqué, c'est que si vous voulez, dès qu'on a vu que j'étais dans cet état, on m'a allongée sur une table, on m'a relevé les jambes avec des étriers là, on m'a mis un spéculum en métal qui m'a bien pincé à l'intérieur. Je peux vous dire que je l'ai senti rentrer celui-là. Un gros spéculum froid métallique comme ça et à l'aide d'une pince métallique aussi on est rentré dans mon utérus je présume, dans mon vagin très profond en tout cas, et on m'a enlevé à vif les morceaux restants de mon aspiration de la veille. Là quand on parle de violence gynécologique, je pense que là on est carrément dans le thème, mais en tout cas ça s'est passé comme ça pour moi pour la première expérience. Ça aurait pu me vacciner, ça aurait pu me calmer, me responsabiliser, me faire dire « Ah ouais, non mais en fait avorter c'est horrible, il vaut mieux ne pas le faire, il vaut mieux faire attention à ta protection, responsabilise-toi et compagnie. » J'ai continué à avoir un comportement sexuel irresponsable. Faute, je ne pourrais jamais dire, franchement avec le recul, que si je suis tombée enceinte c'était à cause de mes partenaires
Et Dieu sait que j'ai essayé de leur mettre ça sur le dos, encore une fois, comme ça existe. Mais vraiment, avec le recul et la sagesse qu'on accumule avec les années, je sais que la fautive aujourd'hui, c'était 100% moi. Parce que c'était moi qui disais que je me protégeais. Le garçon en face, il me fait confiance en fait, il va pas me fliquer, il me faisait confiance. Quand je lui disais, je suis protégée, je prends une pilule, il se dit, ok, c'est safe. Et en fait, on peut dire que c'est lui qui est trompé si moi je suis pas responsable sur ma prise de pilule en fait. Du coup, on passe à la deuxième expérience d'IVG. Je crois que tout ça va intervenir une année plus tard. Donc j'étais toujours avec le même petit copain de l'époque. On avait fait un voyage aux États-Unis et on venait de rentrer. Et après ce voyage des États-Unis, en fait, je sais plus exactement ce qui s'est passé, mais il y a eu une grosse scission entre nous. Vraiment, je crois qu'on a fait notre première rupture intra-couple, vous voyez. On s'est jamais séparés en fait en une fois. Ça a toujours été je te quitte, je reviens, je te quitte, je reviens, je te quitte, je reviens, jusqu'à ce que je te quitte pour toujours. Et là, il me semble que c'était la première fois que je lui disais, bon écoute, tu me saoules, je te quitte. Et du coup, lui, il avait eu l'habitude de rester longtemps avec moi. Et il pensait que c'était juste un P de travers de ma part et que j'allais revenir, que je disais ça, que j'étais en colère, mais pour lui on était toujours en couple, pour moi nous ne l'étions plus. Et en fait on avait un groupe d'amis dans lequel j'étais la seule fille, et vu que j'étais plus copine avec mon petit copain, je ne traînais plus qu'avec les amis du groupe. Et parmi les amis, il y en avait un qui devait passer, je crois, une semaine tout seul à la maison. Sa mère devait partir en vacances, donc il devait garder la maison une semaine. Et il m'avait proposé de venir, ou je sais plus comment ça s'était passé. Du coup, j'y étais allée. Et nous qui n'étions que des copains, des vrais bons potes, en plus à la base, il s'est passé un moment où tout ça a basculé, tout ça a vrillé. Et pendant une semaine, du coup, nous avons eu des rapprochements à son domicile et qui se sont poursuivis même par après pendant quelques semaines quand même. Mais j'étais toujours dans une situation de banalisation de la pilule, évidemment. Et c'est ainsi que, bam, je retombe de nouveau enceinte. Donc j'avais dans les 18 ans et demi, pour le coup, 18 ans et demi. Et bien sûr, quand je suis tombée enceinte, la première des choses que j'ai dit et que j'ai répandu comme idée autour de moi, c'était « Ah c'est lui qui m'a mis enceinte, il m'a mis enceinte ». Sous-entendu, c'est lui le fautif. Et c'est triste avec le recul parce que le garçon s'est vraiment senti fautif en fait. Alors que la fautive, c'était moi. C'est moi qui voulais prendre la pilule à tout prix. Donc, c'était quand même ma responsabilité, vous voyez. Et je trouvais pas ça, et c'est vrai que là maintenant je trouve pas ça normal d'avoir été infecte comme je l'ai été, enfin une grosse immature pourrie quoi. Donc cette fois-ci j'avais battu le fer tant qu'il était encore chaud, j'avais pu obtenir un IVG médicamenteux qui se prenait je crois en plusieurs prises, en plusieurs fois. Il n'y avait eu aucun problème, vraiment aucun problème, j'avais rien remarqué de spécial, pas de douleur, enfin une expérience radicalement différente à l'aspiration. Et pour cette fois-ci encore, aucun remords, aucun regret, aucune culpabilité, même des années plus tard, il ne m'est jamais arrivé de penser à ça en me disant oh, j'ai vraiment fait une bêtise ou quoi. Le seul regret finalement que j'ai aujourd'hui, c'est de me dire j'ai pas été juste avec ces garçons. Et c'est au bout de cette deuxième fois, finalement, que j'ai commencé un petit peu à vouloir me responsabiliser parce que je voulais pas tout le temps passer par la case IVG. Donc quand j'ai quitté définitivement mon petit copain officiel, parce qu'après ce deuxième garçon je me suis remise avec lui, on a réussi à rafistoler un peu l'histoire rapidement, mais ça n'a pas duré, vous vous doutez. Donc quand j'ai définitivement quitté mon premier copain, là je m'étais dit plus de mec, plus de mec, terminé, je veux plus. Et du coup j'avais arrêté même la pilule totalement. Voilà, j'ai été courtisée par un autre garçon à qui je résistais beaucoup. Et lors d'une soirée, j'étais persuadée qu'il y aurait rien, parce que dans ma tête, c'était clair qu'il y allait rien avoir. Je ne voulais pas de mec, je voulais pas d'histoire, je voulais rien. Et finalement, on s'est cédé ce soir-là. J'ai prévenu, par contre, cette fois-ci, que je n'étais pas sous contraceptif. Et voilà, le garçon m'a fait du coup une promesse, il n'avait pas de protection non plus, il m'a fait une promesse qui n'a pas été tenue. Donc là pour moi la faute est à 50-50 parce que l'un et l'autre on a accepté de se faire confiance ou de prendre un risque, vous voyez. Donc là c'est pour ça que je vois les choses autrement, mais j'en ai déjà parlé. Et suite à ce rapport là, je suis tombée enceinte du coup de mon premier enfant à 19 ans et demi. Donc vous voyez, ça c'est quand même assez bien suivi tout ça. Et cette fois-ci, j'ai décidé de le garder pour des raisons d'émancipation.
Et là où c'est drôle, c'est que maintenant que je suis maman, maintenant que j'ai 31 ans, en fait la grossesse, j'ai appris à la comprendre, à la savourer et surtout même presque à la sacraliser. Parce que j'ai pris conscience de l'état de grossesse, j'ai pris conscience de ce que c'était. Parce que le mood est différent et que la maturité aussi n'est pas la même, je pense, quand on est aussi jeune et quand on est aussi vieille, je sais pas. Donc voilà, tout ça pour dire que l'IVG, évidemment, c'est un droit fabuleux, c'est un droit qui appartient à n'importe quelle femme pour n'importe quelle raison. Mais on va dire que là où il y a une ombre au tableau, d'après moi, c'est que, vous voyez par exemple dans des profils comme les miens, de banalisation extrême, où on s'en fout finalement de tomber enceinte parce qu'on sait que dans tous les cas on pourra faire un avortement, éthiquement parlant, c'est pas raisonnable. Donc je suis pas là pour dire moi j'ai une solution, moi j'ai une loi, je propose quelque chose. J'ai rien à proposer, je n'ai rien à proposer si ce n'est mes témoignages. C'est juste que je trouve qu'en fait on est un peu contre aussi la responsabilisation lors des IVG. Il y a beaucoup de femmes qui veulent profiter de l'IVG, mais qui justement ne veulent pas qu'on les infantilise, le mot à la mode, qu'on les infantilise, qu'on leur rappelle ce qui est bien, ce qu'il faut faire, compagnie. Mais il y a des cas, comme encore une fois mon profil à moi à l'époque, il y a des cas où c'est vraiment nécessaire. Ça pourrait être bénéfique en fait. Et maintenant la sensibilisation, elle passe par le « oh ma pauvre, eh ben oui, je te comprends, oh, ne cède pas à la pression, ne sois pas ci, ne sois pas ça ». Mais c'est trop, on te materne trop, alors tu ne veux pas être infantilisé, mais tu acceptes d'être maternisé. Mais enfin, tout ça pour dire que quel que soit l'âge, il y a des comportements qui sont vraiment immatures et infantiles. Et oui, ça mérite parfois de se faire prendre un petit rappel sur les risques, sur la façon de se protéger et pourquoi pas faire des suivis psychologiques quand la personne n'arrive toujours pas en fait à prendre conscience de l'acte en lui-même qui n'est pas anodin. Ouais, parfois il est nécessaire, je pense, de vraiment creuser dans la tête de la personne qu'on a en face de soi quand on se rend compte que tous les ans elle vient quand même pour avorter. Peut-être que ça se fait en fonction des établissements. Moi dans ma ville ça s'est jamais fait, vous voyez. Ça s'est jamais fait. Il peut y avoir les... comment on appelle ça? Planning familial. C'est vrai que peut-être ça peut se faire au planning familial, il y a déjà eu des tables rondes où on te parle un peu de la sexualité, mais ça ressemble à un cours, ça n'a rien de personnalisé, c'est assez vide, c'est... Donc voilà, je pense que c'est vraiment nécessaire finalement que de temps en temps, en fonction du profil de la personne, on prenne un peu le cas au sérieux, parce qu'au bout d'un moment, outre le fait de jouer avec la vie, on joue aussi avec nous-mêmes. On joue aussi avec nos partenaires. Il y a plusieurs types de victimes collatérales en fait dans le fait d'avoir un comportement sexuel irresponsable et d'en être 100% fautif et responsable. Je ne parle pas de quand c'est le compagnon qui est un peu borderline et tout sur le respect des règles et compagnie. Je te parle vraiment de quand t'es comme moi, quand t'étais comme moi. Et voilà, pour moi il y a 2 poids 2 mesures, mais je sais qu'il y a beaucoup de filles, encore une fois, ça existe. Ne nous invisibilisez pas, ça j'ai réussi à le dire, en disant que non, je suis pas d'accord, pas du tout, ça n'existe pas, c'est pas vrai, tes propos sont trop ceci, cela. Mes propos sont vrais parce que mes propos viennent de là, et mes propos viennent d'une véritable expérience. Donc quand on est vraiment une femme solide, je pense qu'on est capable d'assumer, et on est capable d'entendre même des choses comme ça qui pourraient rendre bancal en fait certains dogmes. Au bout d'un moment, il n'y a rien à prouver. Hein. Donc s'il n'y a rien à prouver, il faut être franc, il faut être transparent et honnête avec soi-même. Je pense que c'est comme ça qu'on devient une bonne personne. Et évidemment aujourd'hui, étant maman de 2 et bientôt 3 enfants, j'ai beaucoup grandi au travers de mes gosses. Mes gosses m'ont vraiment aidé à beaucoup évoluer, beaucoup grandir, à m'assagir sur plein d'aspects et surtout à me responsabiliser, ce qui fait que c'est vrai que l'IVG, là je suis encore tombée enceinte d'un enfant qui n'était pas prévu au programme. Pas tout à fait pour les mêmes raisons qu'à l'époque de grosses banalisations ou je sais pas trop quoi. Bon là il y avait aussi un aspect médical où j'étais plus sous pilule, mais bon il y a quand même eu... risque de prix et voilà, hein, c'est comme ça qu'on fait les chocs à pic. Mais c'est vrai que là, c'était bien la première fois, au bout du compte, que je me posais en songeant à l'IVG, mais en me disant putain c'est con, aujourd'hui je m'en sens pas capable.
Aujourd'hui, je m'en sens pas capable. C'était un long témoignage, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous resterez courtois en commentaire, que ce soit envers moi ou que ce soit envers les autres, parce que c'est la moindre des politesses. En tout cas, merci de votre attention, merci de votre écoute et j'attends vos propres expériences en commentaire. Bye bye!